Forcément, c'est dangereux quand tu places autant d'attentes en quelqu'un parce que tu peux vite être déçu. Et c'est ce que je constate tous les jours sur Twitter quand t'as des auditeurs qui apprennent que leur artiste ont un tel, blablabla. Mais pourquoi vous êtes choqués en fait? Ils sont, je pense, dans le pire milieu possible qui soit, où t'es confronté à tous les vices, toutes les tentations. On te fait te sentir comme étant plus que ce que tu n'es. Et il suffit que de base, t'aies peut-être un peu un comportement, une personnalité douteuse. C'est bon, t'es foutu. Ces derniers mois, on ne compte plus le nombre d'affaires qui ont éclaté dans la sphère rap au sujet d'accusations d'harcèlement psychologique et moral ou encore d'agressions sexuelles de la part des artistes. Ce sujet ne date pas d'hier et ne se limite pas qu'au milieu du rap. Mais la récente accélération des plaintes déposées à l'encontre des rappeurs a peu à peu provoqué une vague de soulèvements sur internet et a suscité de vives réactions de la part des fans, choqués et outrés par ces attitudes et ces actes inqualifiables. Dans cette vidéo, nous nous sommes donc posé une seule et unique question à laquelle nous allons tenter de répondre. Le succès crée-t-il des monstres ? Commençons par le commencement. En début de carrière, la plupart des rappeurs partent de rien. C'est un fait. Majoritairement issus de quartiers populaires, ces derniers commencent donc leur vie avec un désavantage considérable, qu'il soit financier, monétaire et social. On sait très bien que l'éducation nationale, c'est-à-dire le terme éducation nationale, voudrait dire que quand tu es dans le système de l'école publique, tu as la même éducation, quel que soit le territoire en France où tu vis. Et on sait que c'est absolument pas le cas. Je me rappelle des écoles où j'étais, où on n'avait pas de car. Donc la prof, elle voulait faire une sortie scolaire, mais on n'avait pas de car, on pouvait pas le faire. Enfin, tu vois, alors que tu as des écoles primaires ou des collèges qui font du golf en EPS, qui font des sorties dans les plus beaux musées, qui font des voyages à l'étranger pour apprendre une langue. Enfin, tu vois, j'ai jamais fait un voyage de ma vie, moi, quand j'étais à Saint-Denis. J'ai même pas fait une classe verte, tu vois, il y avait rien. T'es gamin, t'as 8 ans, 9 ans, 10 ans, et d'entrée, tous les jours, tu rentres dans une inégalité, parce que quelqu'un de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui habite à 5 km de là, mais dans les beaux quartiers, tu sais que tu grandis pas avec la même chance que lui. Cette mise à l'écart de la société entraîne donc forcément une soif de revanche. Et cette traversée du désert est souvent exprimée dans les textes des rappeurs. Toi, tu sais qu'on est parti de rien, par ta rondeur, j'ai appris la vie. Depuis le départ, on est gang, nous, depuis petits dans les problèmes, ouais. Les années passées, les payes double, j'ai repensé à l'hôtel, ouais. On dort tard, on dort peu, donc on est cerné. On finira parmi les yeux, de loin les portes avaient l'air fermées. Putain, où t'étais quand je mettais des 5 € d'essence? On va mettre 7 € d'essence, mec. En plus de cela, la difficulté à percer et à se faire connaître en début de carrière peut également entraîner un mal-être profond chez l'artiste, qui se sent alors incompris, rejeté et inconsidéré, alors que son seul souhait est simplement de vivre de sa passion. On peut aussi retrouver ce parallèle chez les jeunes joueurs de foot par exemple. Ce que cherche en fait un jeune artiste au début, c'est une considération, une crédibilité que pourrait lui apporter un public, quand plus personne autour de lui ne croit en lui. À mes débuts dans le rap, peu de personnes croyaient en moi, et j'ai dû à ce moment-là faire un choix, croire en moi ou écouter ces personnes. Et à ce moment-là, vraiment, je sais pas, ça s'appelait avec ma mère une fois par an. Sincèrement, pour te dire, on en était à quel point où on se comprenait pas, c'était en mode vas-y, fais tes trucs, je comprends rien, je te suis plus. J'en veux à personne, mais j'étais un peu, je sais pas, je réfléchissais tout seul, quoi. Voilà. C'était quoi pour toi le truc qui te faisait le plus rêver en fait, qui te paraissait inaccessible? Que les gens ils m'aiment. C'était ça, je crois. Tu penses qu'on y arrive que un jour à ça? Beaucoup de gens m'aiment. Ouais. Tu vois, c'est que mes potes ils m'aiment ou quoi, ça va, mais que beaucoup de gens m'aiment, ça, je trouvais que c'était impossible.
Et il vient d'où ce besoin? Je sais pas. Je pense qu'on a tous envie que les gens... On a tous besoin un peu de réconfort, de gens qui disent c'est bien ce que t'as fait, etc. Tu vois. Où veut-on en venir? Quand un artiste est rejeté pendant des années, que personne ne le calcule, que sa vie est dure et difficile, et qu'en plus de cela, il représente le seul et dernier espoir pour sa famille de s'en sortir, le basculement vers la gloire et le triomphe peut être à la fois merveilleux et terrible en même temps. Le succès, c'est une chose étrange. C'est comme le fil du rasoir. C'est très très fin comme ça. Vous basculez d'un côté, c'est le four, c'est la catastrophe. Un tout petit peu de l'autre côté, c'est le triomphe. Y'a qu'un pas entre l'anonymat et la vie de rosta, je deviens fou. Traite mes défauts, mes atouts, et j'entends mon nom partout. Mon sang d'amitié, pour plus de revenus. Les bons moments sont rares dans la célébrité. D'un coup, toute sa vie bascule. Le succès, les interviews, les concerts, la notoriété, les fans qui vous adulent. C'est un trop-plein d'amour qui vient remplacer un trop-plein de rien et qui arrive alors en pleine phase de l'artiste. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui font part de cette détresse psychologique qu'ils ont ressentie quand, du jour au lendemain, leur vie a basculé de l'autre côté. La chanson et la gloire m'ont déséquilibré. Vous venez d'être très malade, là, il n'y a pas très longtemps. Si vous avez fait une crise cardiaque, vous avez 46 ans, c'est très jeune, non? Il faut avoir vécu terriblement. J'ai vécu assez vite. Comme j'aurais aimé, j'aurais aimé avoir cette intelligence d'avoir mis le casque, à la vérité. Ouais. Ouais. T'as envie de revenir à l'anonymat? Pas envie de revenir, ouais. C'est un petit rêve aussi, tu vois, mais c'est impossible. Mais j'aurais aimé être masqué, ou si j'aurais eu cette idée, tu vois, ça aurait été pas mal. Pour moi, pour ma vie et tout, pour vivre tranquille, pour être... ouais. Et je vous vois venir, j'entends déjà les personnes dire « C'est bon, on va pas les plaindre non plus, ils ont plein d'argent, des dizaines de femmes qui se mettent à leurs pieds, et des milliers de fans qui courent après eux, ça va comme vie, non ?» Mais laissez-moi vous dire que la perception du succès est une chose très complexe et propre à chacun. On peut par exemple avoir du succès d'un point de vue commercial, mais ne pas se sentir en réussite personnelle. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux artistes choisissent de quitter ce milieu qu'est la musique, qu'ils considèrent alors comme néfaste pour leur bien-être personnel, et qui ne s'alignent pas avec leurs aspirations et leur quête de bonheur. Courir après des chimères de perfection, posé comme Amy, posé comme Britney. Confond pas réussite, gloire, bonheur et succès. Tu sais ce que veulent les riches, tout ce qu'ils peuvent pas avoir. Avant d'être riche, tu peux pas le croire. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le bonheur ne dépend pas d'un schéma de succès tel que la société nous l'a vendu à travers les films et les séries. C'est en fait bien plus complexe que cela. Hubert Mention, il a souligné un point que je trouvais intéressant. Succès ne signifie pas réussite. C'est deux choses vraiment distinctes. Un intermittent du spectacle, c'est pas forcément une star hollywoodienne, mais c'est quelqu'un qui peut vivre de sa passion et vivre confortablement. On l'oublie que parfois il y a des entre-deux. Donc c'est ça, c'est que tu peux ne pas avoir le plus gros succès, mais avoir la plus grosse des réussites. Tu peux être 10 fois plus, toi, actuellement qui me regarde, en réussite, que Nino, qui connaît un succès international. Et finalement, c'est connecté à ce que Hubert Mention dit dans son interview. Ce n'est pas parce qu'on réussit dans la vie qu'on réussit sa vie. Et je me suis dit peut-être qu'il est temps que je puisse partager la vérité et puis surtout la beauté de cette histoire, parce que je trouve que c'est ça dont on parle pas. C'est-à-dire que pour les gens, la beauté, c'était tout Diams et pas le reste. Alors que pour moi, la beauté, c'était Mélanie petite, qui a essayé de se construire en tant que Diams, qui n'a pas réussi et qui s'est trouvée après. Franchement, je pense que toute personne qui a connu ce que j'ai connu, c'est-à-dire cette prison intérieure qui fait sombrer dans les maladies psychologiques, etc. Je pense que toute personne qui a connu ça, cette espèce de chaos interne, cette espèce de vide abyssal. De guerre, en fait. C'est presque... Non, je dirais même pas une guerre, parce qu'une guerre, il se passe plein de trucs. Quand on est vide et qu'on va pas bien, il se passe justement rien.
Et ça, c'est des choses que les gens n'arrivent pas spécialement à comprendre. C'est justement, on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent. On est son propre bourreau. Parce qu'en fait, les questions qui nous harcèlent, eh ben, elles émanent de soi. Et donc, à qui on va se plaindre de soi-même? Enfin, c'est vraiment une espèce de spirale qui est hyper complexe. Et qu'est-ce qui me manquait? Ben, il me manquait la paix. Il me manquait cette sérénité, cette quiétude, cette paix intérieure, en fait, tout simplement. Je pense que c'est une quête pour beaucoup de gens. Bref, je referme cette parenthèse. Enchantaise. Face à ce surplus de notoriété, il n'est aussi pas rare que des artistes prennent la grosse tête et ne se sentent plus pissés. En gros, la célébrité leur monte à la tête. Mais en fait, c'est ça le game, c'est que quand tu apprécies un artiste et qu'il te touche, tu vas inconsciemment quand même le mettre sur un piédestal. Il y a même cette hiérarchie, tu vois, quand on va à un concert, t'as un gars qui est sur scène et toi t'es dans la foule. Enfin, c'est con, mais il y a même une position de supériorité, tu vois, de l'artiste. J'ai eu trop d'histoires, frère, avec les artistes. Du coup, j'ai tout le temps réussi à rester professionnel, mais j'étais confrontée à des gars. Fianso, frère, il m'a fait une crise. Tu te rends pas compte? Genre, Sosomanes. J'avais déjà eu un retour sur lui. Et quand je l'ai interviewé, j'ai essayé d'avoir zéro a priori sur cette personne. Et moi-même, j'ai été confrontée à lui et il sait comment parler quand les caméras sont allumées. Et quand c'est éteint, il se prend trop pour un mafieux. Et qui en public, par contre, faisait des énormes discours sur l'unité, sur la bienveillance qu'il faut avoir les uns envers les autres. Et c'est ce problème-là dans le rap aussi, c'est que, tu vois, c'est censé être un art qui prône certaines valeurs hyper fortes. Le fait d'être un homme, un vrai homme, d'être une réelle femme, d'avoir des principes solides, tout le temps mettre bien sa famille. Sauf que, en scred, ils ont tellement pas eu d'éducation financière et surtout d'éducation à la notoriété, au succès, qu'ils chient littéralement sur les gens qui les ont portés, tu vois. C'est à ce moment précis que le basculement de l'autre côté peut se produire. À force d'être adulé, mis sur un piédestal, il suffit que l'artiste soit un peu mal entouré, qu'il n'ait pas une base solide autour de lui qui était là avant son succès, et le drame se produit. L'artiste devient alors petit à petit ce qu'il a toujours rejeté. Il devient en fait l'ombre de lui-même et peut alors commettre l'irréparable. Ajoutez à cela tout ce chaos médiatique qui règne autour de lui, dans notre époque où les réseaux sociaux sont devenus tellement puissants que l'information circule plus vite qu'elle n'a jamais circulé auparavant et que tout le monde connaît la vie de tout le monde, et vous obtenez cette triste réalité que l'on constate aujourd'hui. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va tout reprendre un jour? Non. Non, c'est juste que les gens, ils détruisent les gens. T'as vu comment sur Internet et tout, je sais pas, les gens, ils aiment trop le chaos. Et je sais pas, ça marche d'insulter les gens, de voir chuter quelqu'un. Et comment t'encaisses la haine? Ça me fout le seum. C'est faux de dire que t'as aucun sentiment, je suis hermétique. Non, t'es pas hermétique. Le succès et la pression médiatique seraient alors à l'origine de ces actes terribles qui se multiplient ces derniers mois? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, ça serait un peu trop facile, non? Alors, qu'est-ce qui explique véritablement cette descente aux enfers de la part de certains artistes que l'on croyait pourtant honnêtes et intègres à travers leurs chansons? Que ces accusations envers ces rappeurs soient vraies ou soient fausses, au final, peu importe. Cela n'a pas tellement d'importance. Sauf pour les réelles victimes de ces crimes auxquels nous souhaitons encore une fois apporter tout notre soutien. La véritable question qu'il est essentiel de se poser est pourquoi ce basculement? Qu'est-ce qui pousse un artiste à commettre ces actes inqualifiables? Dans son œuvre Humain trop humain, sortie en 1878, Nietzsche nous faisait part de ses analyses et de ses ressentis quant à la violence qui réside au plus profond de chaque être humain. Pour lui, la violence est un élément intrinsèque de notre existence. En gros, la violence fait paradoxalement partie de notre humanité et est d'ailleurs recensée chez toutes les espèces de vie sur Terre. Nous aimons critiquer les autres, les voir échouer, leur mettre des bâtons dans les roues, et plus encore nous aimons les jeux du cirque, les gladiateurs ou les films d'action, de sang, les tragédies, les jeux vidéo dans lesquels on tue sans remords avec une liberté totale aujourd'hui. On aime ça. La plupart des fêtes nationales d'ailleurs, ou religieuses, sont très souvent des célébrations de bain de sang. Hein. Regardez les fêtes juives par exemple, Purim, c'est la célébration d'un massacre des ennemis du peuple hébreu. Bien sûr, pour sauver le peuple hébreu.
mais c'est une célébration violente. Idem pour la plupart de nos fêtes. Nous célébrons souvent collectivement, en fait, le sang versé. Nous aimons le châtiment aussi. Et ceci est une vérité terrible à entendre, mais c'est une vérité qui est expliquée par la psychologie évolutionniste. Dites-vous que les mises à mort, dans tous les pays, sont toujours des spectacles pour les gens. Même en France, les anciennes décapitations à la guillotine étaient toujours le prétexte à un attroupement. Nous avons le sang dans le sang, il faut croire. Nous aimons ça. Et cet instinct viendrait profondément de l'état de nature dans lequel l'homme a vécu la majeure partie de son existence. Chez les chasseurs-cueilleurs, en plus de tuer des animaux pour la chasse, pour survivre, les chercheurs Daly et Wilson ont montré qu'environ 1 homme sur 3 était tué à chaque génération, en particulier dans le cadre de la compétition sexuelle. Nous sommes programmés en fait pour être violents, ou pour l'aimer secrètement. Et ne soyez pas trop prompts à juger cela comme étant honteux, car si l'évolution a sélectionné en nous ce désir pour la violence, c'est que c'est grâce à elle que nous avons pu survivre, nous développer, jusqu'à promouvoir, jusqu'à pouvoir déboucher sur une civilisation qui vous permet d'être assis tranquille sur un canapé ou en train de regarder cette conférence ou une série sur Netflix. C'est cette violence qui nous a permis ça. Alors pas plus qu'on reproche aux chats d'aimer jouer avec les oiseaux ou les souris, souvent cruellement d'ailleurs, on ne peut pas reprocher à l'homme d'avoir cultivé en lui ce goût pour le sang des autres, ce qui lui permettait souvent de ne pas perdre le sien en fait. Et nous sommes d'ailleurs la seule espèce sur Terre à avoir régi des lois morales et une éthique en société pour ne pas se faire du mal les uns aux autres, et donc mieux vivre ensemble. Pourtant, cette violence est bien là, en nous, qu'on le veuille ou non. Elle fait indéniablement partie de notre existence. Jeune Renoir sauvage. Elles ont du sperme dans le sauvage. Deuxième cliché, le rap, c'est trop violent. Alors j'aimerais qu'on commence par regarder un extrait de télévision de 1996 qui parle d'un nouveau genre d'art qui émerge à l'époque, les mangas. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable, des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. Et une violence évidente quant au dessin réaliste. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui recherchent l'identité, un peu en marge, très typés sur des jeunes de banlieue ou en difficulté. Donc dans les années 90, on pouvait résumer les mangas comme ça, un truc qui vient de l'étranger, qui est réaliste mais trop violent, et qui ne doit être consommé que par les exclus de la société, aka les jeunes de banlieue. Est-ce qu'il y a de la bagarre ? Attends, une forme d'art qui vient de l'étranger, qui est réaliste mais trop violente, et qui ne doit être consommée que par les exclus de la société, aka les jeunes de banlieue. C'est pareil. C'est pareil. Et 22 ans plus tard, plus personne ne vient dire que Dragon Ball ou Naruto, c'est trop violent, tout le monde s'en branle. C'est tout simplement parce qu'il y a en vérité de la violence dans toutes les formes d'art, et depuis toujours. Macbeth finit la tête tranchée dans la pièce de Shakespeare, le roi des titans Saturne dévore son fils au petit-déj dans le célèbre tableau de Goya, Mufasa se fait assassiner cruellement par son frère dans le roi lion, et dans Kill Bill, il y a tellement de sang qu'on peut en faire une piscine de sang. Donc le théâtre, c'est violent, la peinture, c'est violent, les films, c'est violent, le règlement, c'est violé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut succomber à tous nos désirs de violence? Non, en aucun cas. Mais cette analyse peut au moins nous faire réfléchir sur un point. La violence est un élément qui fait inévitablement partie de notre existence humaine. Si en plus de cela, le mal-être et la solitude que peut entraîner le succès vous a d'une certaine façon déséquilibré, vous poussant ainsi à vous haïr vous-même, la frontière vers le point de non-retour est alors très fine. En fait, la haine des autres traduit souvent une haine de soi. Et le désir de faire du mal aux autres traduit souvent un désir de se faire du mal à soi. Parfois je me demande si j'existe vraiment. De ma vie je ne suis qu'un spectateur. Alors je me fais du mal mais discrètement. Le problème c'est que se passe-t-il quand tous ces instincts sélectionnés pendant des milliers d'années, et pour être sans doute même plus juste pendant des millions d'années, eh bien que se passe-t-il quand ils se retrouvent en société pacifiée, en paix, rendant donc impossible l'expression de ces mêmes instincts? Alors disparaissent-ils pour autant, ces instincts et ce goût du sang? Eh ben non. Ce qui ne sort pas se retourne contre soi. Tous les instincts qui ne se libèrent pas vers l'extérieur se retournent vers le dedans, nous explique Nietzsche. Eh bien, finit lui-même par vouloir se harceler, se déchirer lui-même, se blesser, se maltraiter comme un animal sauvage qui se blesse au barreau de sa cage.
mais qui finit par y prendre de plus en plus de plaisir, en ressentant comme une sorte de volupté à se faire du mal. Et quand j'ai mal, je me sens vivre un peu. Le succès qui entraîne ce trop-plein d'amour que nous avons évoqué en début de vidéo peut alors entraîner un trop-plein de haine, et on peut alors ainsi dire que le succès crée des monstres. Je suis reparti avec la haine, je voulais leur donner de l'amour. Mais la haine, c'est une forme d'amour, tu vois. Il y a des mecs dans la littérature, genre un mec comme Bukowski, il passe toute son œuvre à parler de la haine, en gros, qu'il a pour les autres êtres humains. Et moi, je me suis toujours dit que pour parler autant de la haine que t'as pour les gens, c'est que tu dois les aimer et être déçu d'eux, tu vois. Ouais, c'est plus une déception, quoi. Ouais, donc la haine, c'est une forme d'amour aussi, tu vois, je pense. Le succès est donc un facteur de déséquilibre mental. Ce qui ne veut pas dire que seuls les artistes qui ont du succès basculent du mauvais côté. On recense également bon nombre de cas de ou encore de chez des personnes lambda qu'on pourrait qualifier de monsieur tout le monde. C'est d'ailleurs ce que Damso avait abordé dans son morceau Julien. Il fait le vide, Julien aime les gosses. Julien c'est ton voisin, Julien c'est ton mari. Julien c'est sûrement l'autre, Julien c'est sûrement lui. Cela ne veut pas dire non plus que tous les artistes qui ont du succès commettent des actes d'agression sexuelle ou de D'ailleurs, le rap a toujours été un moyen, n'en déplaise à certains, de revendiquer des messages optimistes et humanistes où la femme serait, en toute légitimité, au même pied d'égalité que l'homme. De nombreux rappeurs, même ceux qui sont accusés en ce moment ou qui ont été accusés, prônent ainsi l'égalité homme-femme dans leurs chansons et condamnent la misogynie et les violences faites aux femmes. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma soeur, la meilleure supportrice tout en haut des gradins. Sur Instagram, je reçois des nudes et des numéros. J'aime trop la femme pour en aimer qu'une, mon plus grand défaut. Te laisse pas manquer de respect quand un mec te drague, mais si j'étais bien dans ma tête, j'aurais pas fait le choix d'être artiste. La conclusion de tout ça, c'est que tout homme dans sa vie, et qu'il le veuille ou non, confronté à ses désirs et ses pulsions de violence. Cela fait partie de notre existence humaine, et les refouler ne nous aidera pas. Il faut plutôt chercher à les comprendre, à les extérioriser à travers l'art par exemple, et à trouver notre propre paix intérieure sur Terre, sans se faire du mal, ni à nous, ni à ceux qui nous entourent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de showbiz autour de toi. Je regarde pas trop ça, moi, showbiz et tout. Ni comment je m'habille, ni comment... Je m'en fous du regard des gens. Je vis comme j'ai toujours vécu. Et le but, surtout, c'était de... Si j'y arrive, c'est de pas changer. Donc le but, c'est de pas changer, tu vois. J'essaie de rester moi-même le plus possible. Même si dans la vie, des fois, il peut se passer des trucs que tu peux ne plus être toi-même d'un coup, tu vois. Mais il faut garder la tête sur les épaules. J'essaie d'avoir le mental. Tout ça, quoi. Je suis bien fixé sur ça, quoi. Le mental et de pas changer et de rester pareil. Quand t'as des colères, des rancunes, et qu'on te dit juste aime ton prochain comme toi-même, c'est une phrase incroyable. Parce que tu dois d'abord t'aimer. Quand on écoute un morceau comme William, on voit que tu luttes pour réussir à t'aimer. Ouais, c'est des galères, bien sûr. Je suis pas un mec super sympa parfois. Puis je peux être un quand je veux, donc c'est aussi c'est difficile. Et le noir dont tu parles tout le temps, on comprend que c'est le noir de l'âme. Exactement. Que l'homme est pourri dès sa naissance, qu'il est très compliqué d'aller contre cette noirceur. Bah, je sais pas si on est pourri dès la naissance, mais je pense que on nous pourrit dès la naissance. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je le vois même avec mon fils, comment je l'éduque. La plupart du temps, je l'éduque par rapport aux gens. Quand il fait du bruit, moi, ça me dérange pas forcément, mais je me dis que ça va déranger l'autre personne, alors je l'engueule. Mais pour lui, il fait pas de bruit. Il s'amuse, tu vois. Donc du coup, on te met déjà dans une sorte de carcan et on te pourrit, en fait. Ouais. Pour ton enfant, déjà, l'enfer, c'est les autres. Les autres, ouais, je pense que c'est ça l'éducation. On doit te montrer que tu dois fermer ta bouche et respecter les autres. Fermer ta bouche, c'est respecter les autres, en fait. Te priver d'espace, c'est respecter les autres. On t'apprend pas à faire profiter tout le monde de ton espace. On t'apprend à juste le réduire pour que chacun ait son petit espace. Donc déjà, ça, tu te tues, en fait. C'est quoi quelqu'un de bête pour toi? C'est quelqu'un qui refuse d'être intelligent. Parce que être intelligent, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de calme, ça demande trop de choses, en fait. Alors, si tu fais pas tout ça, bah, t'es bête. Pour moi, c'est un choix. Vous êtes plus sexiste? Je l'ai jamais été, je pense. Pour moi, maintenant que je lis un peu,
J'ai été grossier, mais sexiste, je sais pas. Et j'ai beau lire, je reviens toujours à la même conclusion. Je réalise que je serais pas ce que c'est que d'être une femme. Je sais pas ce que c'est je sais pas moi, d'avoir peur en entrant dans un Uber ou d'avoir peur en acceptant un verre d'un inconnu dans une boîte de nuit. Je parle de toutes ces insécurités et ces inégalités. Je serai jamais. Par contre, je préfère avoir au moins le courage de me l'avouer. Qui vous a dit de lire Simone de Beauvoir ou Despentes? J'ai été dans une librairie et j'ai dit mettez-moi 10 bouquins sur le féminisme. Ah ouais? Et puis ils m'ont donné 10 bouquins et j'ai commencé à lire. C'est un apprentissage. Je vais dire quelqu'un qui vient te dire que t'es sexiste ou autre, bah oui, tu lis en fait, t'apprends. Si tu sais pas, si je viens dire à quelqu'un qu'il est raciste et qu'il me dit non, mais qu'il a fait quelque chose de raciste, ça va m'énerver. Donc c'est pareil. Donc on me dit quelque chose, j'apprends, je lis et puis voilà. Mais ouais, faut progresser, c'est ça aussi le progrès. Ouais. Est-ce que tu commences à aimer les gens parce que aussi les gens t'aiment beaucoup aujourd'hui? Bah peut-être parce que je m'aime beaucoup plus maintenant que je peux apprécier les gens en fait. Aime-toi toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, en fait, c'est ça, je crois que c'est vraiment ça, je m'aime beaucoup plus, donc je peux aimer les gens aussi beaucoup plus facilement. Ouais. Vraiment, en fait. On est là. Elle a dit quoi? On a plusieurs questions. Non, mais on a dit une seule, c'est le face-à-face, face-to-face. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'anime? La paix. Waouh. Ça, c'est la réponse de 2022. C'était pas ça en 2016. Mais en 2022, c'est la paix. Ouais, je pense que c'est vraiment ce que je recherche. Je lis pour ça, je vis pour ça, je médite pour ça. Je me cherche pour ça. Je pense que si j'ai la paix, je pourrais enfin bien transmettre l'amour à mon fils et à la personne que j'aime. Donc c'est la paix qui me parle. Ouais. C'est profond, ça. Mais non, on a dit une question. Allez, parce qu'en général, tu vois, il y a ce stigma un peu, on se dit que la musique, tu vois, c'est un peu foufou, tu vois ce que je veux dire. Bon, tu connais, tu vois. Et les gens, la fame, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, du coup, la question, c'était quoi pour que je puisse vraiment bien répondre? La première, en gros, est-ce que... Je pense que c'est le bon milieu pour la paix. Ouais, et voilà, c'est ça, clairement. Merci. T'as quand même pas dit dans l'ensemble. I got you. Je pense qu'en tout cas, dans les livres que je lis, il y a pas de milieu pour la paix. Il y a juste un équilibre des émotions. Il y a pas de lieu, en vrai. Je pense que ce soit le prophète ou Siddhartha Gautama, le Bouddha ou Jésus, enfin, les gens qui ont trouvé la paix dans le désert, dans autre. Je dis pas qu'on est eux, mais en tout cas, je pense que ce sont des bons exemples d'êtres humains. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Être en paix partout. Pouvoir faire ma musique, mais en paix. Être en concert en paix, être dans toute situation en paix en fait. On se construit sur des bases déséquilibrées. En amour je nique tout, obligé de dévaster ce qui m'effraie.